Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, Bernard Laponche, vous êtes ingénieur, polytechnicien, vous êtes un expert internationalement reconnu dans les questions énergétiques, au sens large, plus précisément dans les questions du nucléaire et des économies d'énergie. Ce sont vraiment vos deux thèmes principaux, même si vous embrassez un champ bien plus vaste qui concerne tout ce qui a rapport à l'énergie. Et quand je vous ai parlé de cette idée, faire quelque chose sur le blues de l'expert, vous avez immédiatement réagi. Vous avez un petit sourire à la fois amusé et peut-être un peu désolé, voilà. Effectivement, c'est à la fois amusé et désolé. Désolé parce que cette question de l'expertise est très mal traitée en France, en particulier sous l'angle de l'exercice démocratique des décisions, on pourrait dire. Et d'autre part, amusé parce que c'est une question sur laquelle je me heurte ou sur laquelle je travaille depuis très longtemps, justement dans cette optique de comment est-ce qu'on passe, on peut dire, de découvertes scientifiques qui par elles-mêmes peuvent avoir de l'intérêt, puisqu'on comprend les choses, etc. Enfin, c'est pas mon propos de discuter de la science, mais et après, à des réalisations industrielles, des constructions, des projets, des développements, qui très souvent sont, je dirais, néfastes, carrément, que ce soit sur la santé, sur l'environnement, et pour lesquels il faudrait qu'il y ait effectivement des décisions de type démocratique, l'implication des citoyens, l'implication des experts contradictoires, par exemple. Et en fait, dans la pratique, ça ne se fait pas. C'est-à-dire que vous avez une espèce de pseudo-expertise officielle qui dépend d'un certain nombre d'organismes, mais aussi de la haute administration. Haute administration qui, en général, n'est pas experte, mais qui possède une aura de connaissances générales, soi-disant, de soucis d'intérêt général, ce qui est en réalité complètement faux, etc., qui fait que la décision politique qui s'appuie soit sur ces organismes officiels, soit sur cette haute administration, se fait en l'absence réelle de discussion sur l'opportunité des choix. Et donc c'est cette espèce de mécanisme qui est tout à fait pervers et qui oblige à se réinterroger sur c'est quoi un expert ou comment est-ce qu'il pourrait y avoir un certain rôle de l'expertise dans le processus de prise de décision. Voilà comment on pourrait résumer le questionnement, si c'est bien celui que vous vous posez vous-même. Ça y ressemble très nettement, en tout cas. Peut-être pourriez-vous nous donner un exemple. J'essaye de comprendre dans ce que vous nous avez décrit dans ce processus ce qui s'est passé. C'est comme s'il y avait à un moment un maillon manquant. Le maillon de la discussion, vous êtes passé de la découverte scientifique à des applications dont vous dites qu'elles sont souvent néfastes et dont vous dites qu'elles ne sont pas suffisamment discutées, ou peut-être même pas discutées du tout. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur un exemple et ensuite on reviendra à la question que vous vous posiez vous-même, Bernard Laponche, qu'est-ce que c'est qu'un expert ? Bon, l'exemple que je peux donner, c'est l'exemple de l'énergie nucléaire, qui est tout à fait typique de ce questionnement. Alors si vous m'avez présenté comme expert sur les questions nucléaires, je suis expert sur les questions nucléaires, on peut dire partiellement, d'abord parce que j'ai travaillé dans ce domaine, un temps suffisamment long, mais je ne suis pas un expert pointu sur toutes les questions, et en particulier sur les questions de sûreté nucléaire. Il y a des gens qui sont également indépendants et plus experts que moi. Cela dit, il y en a très peu. Mais pour revenir à la séquence historique, il faut bien reconnaître que toutes les découvertes de physique du début du XXe siècle ont été assez extraordinaires. La structure du noyau, les découvertes sur la relativité, à la fin des années 30, la découverte du neutron, de la fission, enfin bon. La catastrophe, d'une certaine façon, on s'est aperçu que la fission de l'uranium permettait de dégager une énergie considérable et la première application a été au moment de la Seconde Guerre mondiale et donc les applications militaires. Le fait que la première application soit de caractère militaire, puisque la première pile atomique a fonctionné en 1942 pour produire du plutonium pour pouvoir faire la bombe, ça a eu une influence, on peut dire paradoxale, c'est-à-dire que d'une part, l'énergie nucléaire a été marquée par Hiroshima et Nagasaki, donc une image terrifiante et horrible.
Mais en même temps, on a créé une industrie nucléaire colossale, extrêmement puissante, basée sur les applications militaires, qui a été toute prête à devenir civile, c'est-à-dire à faire des réacteurs pour la production d'électricité. Donc un avantage industriel que n'ont pas forcément d'autres filières énergétiques. Et d'autre part, le nucléaire civil, c'est-à-dire la production d'électricité, est apparu comme une espèce de rédemption. Le côté lumineux de l'énergie nucléaire, bénéfique, et en particulier avec le discours d'Eisenhower sur l'atome pour la paix en 1953 aux Nations Unies, qui était remarquable et qui était aussi le début de l'offensive industrielle américaine pour couvrir le monde de réacteurs nucléaires. Bon, alors ça a marché en partie puisque on sait que les réacteurs nucléaires français actuels, qui fonctionnent actuellement, ont été bâtis sur des filières américaines issues des recherches militaires. Et donc cette espèce de poids du militaire, le fait qu'il y a eu des organismes très puissants qui s'en emparent, le fait que les États ont soutenu ce développement, et en particulier l'État français, parce qu'en parallèle au développement civil, il y avait le développement militaire et qu'on se donnait la fameuse puissance atomique qui fait de vous une grande nation, fait que dès le début, tout ça a été marqué sous le sceau du secret, déjà, parce que militaire, civil, vous comprenez, l'uranium, tout ça, c'est une matière stratégique. Ça le reste d'ailleurs, c'est toujours aussi obscur, ce côté sur l'uranium. Et donc, on a pris l'habitude de considérer ça comme une découverte scientifique extrêmement complexe. C'est très complexe. En fait, il y a deux catégories de gens qui peuvent s'en occuper. C'est d'une part les physiciens ingénieurs des organismes strictement compétents là-dessus, le commissariat à l'énergie atomique pour ne pas le nommer. EDF, à partir du moment où elle a commencé à faire des réacteurs et qui se sont dit, ben, nous aussi on sait faire. Et puis la haute administration, même si elle est totalement incompétente sur le sujet, le fait qu'elle soit haute administration lui donne le droit de non seulement de donner son avis, mais de prendre les décisions. Et donc on a un État qui, pour des raisons à la fois politiques, des raisons de solidarité de caste, entre le corps des mines, le corps d'équipement, la haute administration, etc., est devenu pro-nucléaire, et par contagion, la classe politique aussi. Il y a quand même quelque chose de curieux dans ce que vous dites, Bernard Laponche, c'est que dans cette petite liste que vous venez de dresser, des rares admis à savoir s'exprimer sur l'atome, ben, il n'y a pas les militaires, justement. Il y a bien eu pourtant un développement d'expertise militaire, puisque ce sont eux les pères de cette industrie. Bon, les militaires ou les dirigeants militaires ont probablement été très contents d'être dotés de cette arme, mais l'arme nucléaire a été développée au commissariat à l'énergie atomique, qui avait donc la double responsabilité, et qui l'a toujours d'ailleurs. À la fois, c'est un organisme où il y a de la recherche fondamentale, où il y a de la recherche appliquée même sur certaines énergies alternatives, puisqu'il a encore changé, il a même changé de nom pour faire mieux, quoi, pour faire plus chic et plus moderne. Et puis, il y a les applications militaires. Et en fait, c'est cet organisme-là qui fournit les armes, y compris les sous-marins, à l'armée normale, si je puis dire. Et donc, les militaires, je dirais, allaient dans le sens de soutenir le nucléaire, parce que globalement, le nucléaire lui fournissait des moyens de puissance assez extraordinaires. Et donc, il y a plutôt eu une expertise militaire sur l'utilisation des armes, classiquement, plutôt que sur les aspects fondamentaux qui étaient traités par le CEA, aussi bien sur les questions de la bombe que sur la question des moteurs de sous-marins, quoi. D'accord, mais revenons-en, Bernard Laponche, à ce que vous étiez en train de nous expliquer, de nous raconter, cette constitution, en quelque sorte, d'une non-expertise possible, ou en tout cas d'une difficile émergence d'experts qui n'appartenaient pas à ce fameux petit cénacle. Ben, c'est très simple, c'est-à-dire que toute la question liée au développement de l'énergie nucléaire, y compris au niveau de l'enseignement, est restée plus ou moins la propriété du commissariat à l'énergie atomique. C'est là que se trouvait donc l'expertise, aussi bien pour le nucléaire militaire que pour le nucléaire civil. Le troisième cycle de physique des réacteurs était confié au CEA. Le génie atomique, qui formait des ingénieurs capables de travailler dans ces questions, était confié au CEA. Et dès le début, l'habitude a été prise de considérer que c'était un domaine réservé et qu'on n'enseignait pas ces choses-là ailleurs. Et donc, il y a eu une parfaite, si vous voulez, osmose
entre le développement de cette technologie, certes civile, mais basée sur des techniques initialement militaires, et un État centralisé qui contrôle tout. Et c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'organisme de recherche avec le CEA, qu'il y a à la fois la compagnie d'électricité nationale et monopolistique qui est EDF, et l'armée, qui elle aussi est parfaitement pyramidale. Et donc c'est resté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... On n'a pas, à partir d'un certain moment, on aurait pu dire, comme aux États-Unis par exemple, le nucléaire civil, c'est une occupation qui fabrique des centrales électriques, et ces centrales électriques sont considérées comme d'autres centrales électriques, c'est-à-dire que si elles sont trop chères, on ne les fait pas, si elles sont trop dangereuses, on ne les fait pas. Dans la plupart des pays, il n'y a pas eu une assimilation entre le développement du nucléaire et le pouvoir de l'État. Et en France, il y a eu une assimilation totale du fait à la fois du militaire, la bombe, etc., la position de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, enfin une espèce de mythologie extrêmement dangereuse, et puis le nucléaire civil qui s'est développé pratiquement sans obstacle, jusqu'à faire de la France le pays le plus nucléarisé au monde, avec 75% de la production d'électricité. Et les choses en sont pratiquement restées là, c'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, de trouver une expertise sur les questions nucléaires en dehors de cet appareil, à la fois appareil d'État, grands organismes et entreprises. Et donc forcément, vous arrivez à une situation dans laquelle les choix sont faits par cette caste, qui est à la fois ces entreprises, ces dirigeants, ces ingénieurs, et la haute administration, et que l'intervention là-dedans d'experts extérieurs, qui pourraient être aussi compétents que ceux qui sont à l'intérieur, n'est pratiquement pas admise. D'abord, elle est très rare, parce qu'on ne trouve pas d'autres organismes ou d'instituts ou d'universités qui, je dirais presque, osent se mêler de ces questions. Que la caste des physiciens, n'ayant pas forcément étudié cette question de près, mais est pro-nucléaire, je dirais presque par définition aussi, et donc le rouleau compresseur avance sans grande difficulté. Et par rapport à ça, si vous mettez sur la table des notions de débat public ou de débat démocratique, c'est considéré comme un fardeau, il faut bien passer par là, mais c'est utilisé soit comme une publicité pour apporter un peu plus de lustre à cette industrie, je dirais, extraordinaire, ou bien pour essayer de limiter les dégâts, mais absolument pas pour accepter la discussion. D'autant que, si je vous ai bien suivi, tous ceux qui ont été formés à ces questions entrent dans le sein des saints et travaillent pour le CEA ou pour les institutions nucléaires. Et donc, effectivement, ce que vous soulignez d'abord, Bernard Lapinche, c'est l'extrême difficulté à former une expertise en dehors de ce cercle. Néanmoins, cette expertise, elle sait tout de même, elle a été sécrétée. Vous en êtes un excellent exemple, puisque vous avez commencé cet entretien en disant que vous aviez vous-même travaillé au CEA. Effectivement, vous faites partie de ces étudiants qui ont été formés aux questions nucléaires, et donc vous avez abouti, très logiquement, au lieu auquel vous étiez destiné, si ce n'est que vous n'y êtes pas resté. Vous n'êtes pas le seul. Vous avez cité d'autres experts, disiez-vous, plus calés que vous sur les questions de sûreté nucléaire, par exemple. Là, j'imagine que vous pensiez au GSIEN, à Monique Quéré-Moncenet. Voilà. On en cite 3, il y en a quand même un certain nombre d'autres. Vous pouvez peut-être... Yves Marignac, qui est plus jeune. Qui est plus jeune, bon, c'est la nouvelle génération. Maïka Schneider, qui est aussi un très bon expert. Bon, il y en a d'autres. Alors, qu'est-ce qu'un expert ? Comment se définit un expert ? Alors, moi, j'ai ma définition qui est à peu près admise. Premièrement, c'est la compétence, une compétence reconnue. Deuxièmement, l'honnêteté intellectuelle, plus rare, parce que, en gros, quand vous êtes un ingénieur ou un chercheur normal, l'honnêteté intellectuelle est assez générale. Quand vous devenez dirigeant, elle devient plus rare. Parce que vous avez une responsabilité qui fait que, bon, vous devez défendre une certaine thèse, quitte à un peu tricher avec les choses. Et troisièmement, c'est la liberté de parler. Et là, la liberté de parler, pratiquement, les gens qui sont dans ces organismes ne l'ont pas, je veux dire, par définition. Et d'une certaine façon, c'est normal.
puisqu'ils vont parler au nom d'EDF ou au nom du CEA, et évidemment, ils ne vont pas critiquer leur boutique. Oui, en fait, de là à considérer ça comme normal. Non, quelqu'un qui est chez Hermès ne dit pas que le parfum, c'est un désastre. Donc, non, mais admettons ça. Je veux dire, moi, je comprends assez bien que alors, quand un directeur d'EDF dit toutes nos centrales sont sûres, et d'ailleurs, personnellement, c'est ce que je pense, c'est ridicule, parce qu'il pense comme son fauteuil. Il y a Sirota, qui est un personnage remarquable de toute cette histoire, qui me disait, Bernard, je lui disais, un tel quand même, il exagère, mais enfin, Bernard, chacun pense comme son fauteuil. Et je trouve que cette phrase admirable, et c'est tout à fait ça. Lui-même n'avait pas n'importe quel fauteuil. Non, mais lui-même n'avait pas n'importe quel fauteuil, et en était tout à fait conscient, et c'est très bien, mais il le disait. Il a été haut fonctionnaire, et dans les années 70, il a défendu mordicus les économies d'énergie, avec une très forte opposition par rapport à EDF. Il a été directeur général de l'énergie, où il a encore défendu les économies d'énergie et il a condamné le chauffage électrique, sans succès d'ailleurs, ce qui prouve que quand vous résistez au système, même si vous êtes un éminent corps des mines, il a même été président du corps des mines, je crois, ou non, vice-président, le président c'est le ministre ou la ministre. Et puis après, il a été même président d'Areva, donc il a mal tourné, si je puis dire. Mais vous voyez, cette phrase, chacun pense comme son fauteuil, est tout à fait remarquable. Et donc, elle enlève le titre d'expert à beaucoup de gens. Mais admettons, ces gens-là ont de la compétence et admettons qu'ils soient honnêtes intellectuellement. Bon, déjà, ça se discute. Mais de l'autre côté, c'est pareil. Vous pouvez trouver des gens qui sont compétents, qui sont honnêtes intellectuellement, qui ont de la liberté d'expression, mais s'ils sont extérieurs au système, de toute façon, il y en a très peu. Et puis, les compétences sont aussi, comme j'ai dit moi-même, de niveaux différents, donc il faut aussi admettre qu'on ne va pas tout d'un coup considérer que celui-là est vraiment un expert formidable, etc. Alors, quelle est la solution ? La seule solution, ce n'est pas de se dire on va chercher quelques experts indépendants et puis considérer que c'est eux qui ont raison. Il faut que l'expertise pluraliste, ça veut dire que sur la question nucléaire, par exemple, ce n'est pas que des physiciens ou des ingénieurs qui doivent s'exprimer, c'est des sociologues, c'est des philosophes, c'est des gens qui pensent à autre chose qu'à la science ou qu'à l'intérêt économique ou qu'à l'industrie. Donc, l'organisation de l'expertise pluraliste. Et deuxièmement, que l'expertise contradictoire soit systématique. Parce que je prends l'expertise nucléaire, les gens de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui sont nombreux, qui sont compétents, leur expertise est pas mal. Mais ils sont dans cet ensemble. Eh bien, si cette expertise n'est pas soumise à une expertise contradictoire, avec des gens dont ils considéreront qu'ils ont droit à la parole, parce qu'on trouve des expertises d'ailleurs dans des tas d'endroits où elles ne s'expriment pas parce que justement elle n'est pas organisée. Il y a de très bons métallurgistes à l'intérieur de l'industrie nucléaire, il y a de très bons thermiciens, il y a de très bons physiciens. Simplement, ils se taisent parce qu'il n'est pas admis qu'ils s'expriment. Et à la limite, s'ils sont privés, ils ne sont pas payés pour une expertise contradictoire. Tous les débats auxquels on a participé, c'était du bénévolat ou du militantisme, comme vous voulez. Et donc la solution, c'est d'imposer donc aux politiques ou d'imposer dans les faits que les choses soient contradictoires. Et c'est à partir de cette contradiction que vous arrivez à améliorer la connaissance de l'expertise. Bon. Actuellement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ça repose, d'abord, la contradiction repose sur un petit nombre de personnes, et ce n'est pas organisé en tant que tel. Et c'est là le grand reproche, ou la grande critique, ou la grande fureur par rapport aux politiques. C'est que c'est eux qui sont responsables, in fine. C'est eux qui, en général, n'écoutent que les experts officiels et ne s'étonnent pas qu'un dirigeant d'EDF ou un dirigeant du CEA prenne le nucléaire. C'est évident, donc c'est pas la peine de... Et par contre, ne prennent pas la peine de travailler ces questions et d'organiser des débats contradictoires. Quand ils en organisent, comme par exemple la commission d'enquête de l'Assemblée nationale aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il se dit des choses très intéressantes. Parce que d'abord, c'est une commission d'enquête. Alors même si les commissions d'enquête parlementaires n'ont pas en France le même poids qu'au Royaume-Uni ou qu'aux États-Unis, où vraiment
Une commission d'enquête parlementaire, c'est un acte juridique. Vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Bon, en France, il faut que justement vous entendiez les uns et les autres pour vous rendre compte que les choses ne sont pas telles qu'elles sont officiellement présentées. Mais ce type d'exercice, d'abord, n'est pas systématique, ensuite est fait de temps en temps, et il n'y a pas vraiment d'instance ayant du pouvoir qui soit chargé par les politiques d'organiser ce débat contradictoire, et surtout que les politiques en tiennent compte. Parce que quand on organise un débat en France, même s'il n'est pas trop mal fait, ce qui est quelquefois le cas, eh bien à ce moment-là, le pouvoir politique n'écoute pas ou n'en tient pas compte. Alors ça, c'est dramatique. Et ça, je reviens à la question nucléaire. Je considère qu'actuellement, les problèmes de sûreté, de risque, sont considérables. Ce n'est pas moi qui le dis. Et vous allez voir sur l'exemple que je prends, c'est tout à fait intéressant du point de vue justement de l'expertise et du fait que très souvent, surtout les experts officiels, non seulement s'attribuent une compétence qu'on peut reconnaître, mais prennent le droit de faire les choix. Et ça, c'est grave. Alors, citation de M. Repussard, qui par ailleurs est pas mal, qui est le directeur général de l'IRSN. Alors, on lui pose la question, un journal lui pose la question, je ne sais plus lequel, mais alors, monsieur le directeur général, est-ce qu'après Fukushima, le nucléaire a de l'avenir? Réponse: Fukushima ne remet pas en cause l'utilisation de l'énergie nucléaire. Première phrase. Deuxième phrase: mais il faudrait de nouveaux types de réacteurs et un nouveau paradigme pour éviter des accidents aussi graves. Alors la deuxième phrase s'appuie sur sa compétence. Il est directeur général d'un institut de recherche sur la sûreté nucléaire, donc il peut dire, écoutez, moi je pense que pour éviter l'accident aussi grave, il faudrait changer de paradigme et de nouveau type de réacteur. Vous vous dites, attendez les mecs, bon, qu'est-ce qu'on fait pour changer de paradigme? Et la première phrase, elle, est une prise de position politique. Fukushima ne remet pas en cause l'utilisation de l'énergie nucléaire, ce n'est pas à lui de décider ça. C'est aux politiques ou c'est aux citoyens de dire, écoutez, moi, s'il faut changer de paradigme et changer de réacteur, ben, ça veut dire qu'il faut arrêter les réacteurs actuels. Bon, c'est le premier réflexe. Deuxième niveau, le président de l'autorité de sûreté nucléaire qui dit, nous avons toujours dit que l'accident grave était possible en France. Il faut donc se préparer à des crises majeures et longues. Extraordinaire. Alors, ce monsieur-là répond à sa fonction. En ce sens, je le respecte. L'autorité de sûreté nucléaire dit ça. Croyez-vous que quelqu'un le relève? Croyez-vous qu'un responsable politique, gouvernant, président, premier ministre, gouvernement, disent « Ouh là là, l'autorité nucléaire nous dit qu'il faut se préparer à des crises graves et durables. Peut-être que ça mériterait que du coup, on remette en question ce qui serait à l'origine de cette crise grave et durable. » Pas du tout. Et donc, après cette longue discussion sur l'expertise, on voit bien qu'il y a essentiellement un niveau organisationnel, si vous voulez. C'est que les experts existent, il faut que leur rôle soit bien défini et qu'il n'y ait pas de confusion entre l'expert qui dit « moi je suis du CEA, donc je considère que le nucléaire est bon », ce qui est évident, donc ce n'est pas la peine de lui demander son avis sur le nucléaire, c'est de lui demander son avis sur le risque, par exemple. Et donc là, il peut se prononcer. Donc il faut organiser cette expertise contradictoire, mais de façon institutionnelle, et que ce ne soit pas par hasard que M. Machin est interrogé, je ne sais pas quoi. Et deuxièmement, il faut que la classe politique doit être, je dirais presque, mise au banc des accusés. C'est-à-dire qu'actuellement, par rapport à ce qui se passe dans le nucléaire, ce qui se passe aussi d'ailleurs dans d'autres secteurs, mais ici j'ai pris l'exemple du nucléaire, il y a une fuite, un refus de responsabilité, même un refus d'étudier le dossier de la part des dirigeants politiques qui est absolument dramatique. Et quand on regarde ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire des incidents qui sont quand même assez répétitifs actuellement, c'est extrêmement inquiétant. Et je dirais, écoutez donc ce que disent les responsables de la sûreté. Ce n'est pas ce que dit Bernard Laponche ou ce n'est pas ce que dit Monique Sonnet, ce qui est tout à fait respectable, mais ces gens-là, ils ont la responsabilité de la sûreté. Et ils disent, l'un dit il faut changer de paradigme et de réacteur, bon, et l'autre dit il faut se préparer à des crises majeures et longues. Je dis que ça devrait suffire
a suscité un débat politique, mais sérieux, sur le dossier des risques. Bernard Laponche, j'aimerais qu'on reste un peu sur cette classe politique dont vous avez regretté l'absence de responsabilité et la surdité. Vous avez employé à plusieurs reprises le terme « actuellement ». Actuellement, la classe politique n'écoute pas, ne prend pas ses responsabilités. Je ne sais pas quel sens vous donnez à actuellement. Je sais que ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'on a l'occasion de se rencontrer. Je me souviens, je ne sais pas si vous vous en souvenez, d'une émission qu'on avait faite au tout début des années 2000 avec Benjamin Dessus également, où vous regrettiez l'un et l'autre justement de n'avoir plus du tout d'interlocuteur au sein du gouvernement. Je rappelle cet épisode parce qu'il était quand même assez étonnant. La ministre de l'Industrie de l'époque, Nicole Fontaine, avait téléphoné à Terre à Terre en regrettant qu'il y ait eu cette prise de position. Et du coup, je l'avais invité la semaine suivante avec vous, et vous aviez pu échanger et discuter ensemble. J'avoue que je n'avais pas eu le sentiment que le message soit passé. De même, quand vous vous félicitez de cette commission parlementaire à laquelle vous avez participé, vous avez été un des témoins, vous félicitez qu'enfin des débats intéressants aient lieu, on n'a pas non plus le sentiment que ça s'inscrive d'une manière ou d'une autre dans au moins une prise de conscience et un élargissement du débat. Si on continue dans cette veine, les différents débats publics qui ont été organisés par la Commission nationale du débat public n'ont jamais donné lieu à des transcriptions parlementaires. Et en particulier, je me souviens que les débats qui avaient eu cours sur le nucléaire, il y en a eu un certain nombre tout de même, n'ont même jamais été rapportés devant des parlementaires. Et c'était, à l'époque, un grand sujet de regret. Alors, cette classe politique dont vous parlez, de qui s'agit-il ? Du gouvernement ? Des parlementaires ? Comment est-ce qu'on pourrait changer un peu la donne ? Bon, d'abord, alors, pourquoi je disais actuellement ? C'est que je considère que, après l'accident de Fukushima, il devient intolérable que la classe politique, c'est-à-dire à la fois le gouvernement et la plus grande partie du Parlement, continue, comme si de rien n'était, à expliquer que les centrales nucléaires sont sûres, etc. C'est-à-dire qu'elle a un discours qui est bien au-delà de ce que disent les responsables de la sûreté, par exemple, qui quand même disent attention, etc. Donc, depuis Fukushima, je trouve ça intolérable. Par contre, là où l'actuellement est incorrect, c'est le fait que depuis le début, la classe politique a été pro-nucléaire globalement, avec différentes composantes. Le Parti communiste est traditionnellement pro-nucléaire pour différentes raisons, mais en particulier le prestige de la science. Le gaullisme a été pro-nucléaire parce que c'était De Gaulle, c'était la bombe, c'était la puissance de la France, etc. Une partie de la gauche étant productiviste, le nucléaire, c'est quand même le sommet du productivisme. Je veux dire, c'est la dernière manifestation, au moins dans le domaine de l'énergie, du 19e siècle. Charbon, pétrole, nucléaire, des centrales de plus en plus grosses, etc. Donc, à la fois en partie par idéologie, en partie par intérêt, puisque les liens avec les entreprises sont quand même pas si nets que ça, et la puissance extraordinaire d'EDF dans tout ça, qui est quand même un État dans l'État, fait que les élus et les politiques, et en plus les politiques sont très liés à cette caste de hauts fonctionnaires, puisque entre l'ENA et l'ENA, on les retrouve absolument partout. Et le corps des mines, si on ne le retrouve pas parmi les dirigeants politiques, on les retrouve extrêmement puissants dans la haute administration. Et donc, le nucléaire fait partie de cette sphère de pouvoir, et les politiques, en fait, en général, mais c'était une bataille de tranchées, c'est-à-dire que vous vous heurtez à cette caste, je dirais, bureaucratico-politique qui est colossale. Et donc ça, c'est historique depuis le début. Mais c'est de plus en plus grave dans la mesure où, petit à petit, la preuve est apportée que cette énergie est extrêmement dangereuse.
Oui, si ce n'est que vous donnez là l'image d'une caste totalement inamovible et d'un discours qui n'aurait pas évolué d'un iota. Il me semble que, vous avez cité vous-même tout à l'heure Jacques Repussart, qui déclare benoîtement qu'on a toujours su qu'il y aurait un jour un accident... Ah pardon, c'était pas Repussart, c'était... Non, c'est le président. Le président de l'ASN a dit « Nous disons depuis un certain temps ». Il n'a pas dit toujours. Bon, mais en fait, c'est surtout depuis Fukushima que ça a été dit. En tout cas, voilà, c'est ça. Il me semble que là, justement, il y a eu un infléchissement du discours. Qui se traduit très peu dans la classe politique et au niveau du gouvernement. Et c'est-à-dire que il y a une époque, si vous voulez, où le Premier ministre, dans les années 70, les risques du nucléaire ont été dénoncés, par exemple par les scientifiques du GSIEN ou par d'autres. Bon. Mais il n'y avait pas eu de grand accident nucléaire. Alors, il y a eu 3 Mile Island, qui, comme il n'y a pas eu énormément de radioactivité à l'extérieur, ça a été un peu minimisé comme accident, mais quand même, ça prouvait que l'accident grave était possible. Il y a eu Tchernobyl, mais qu'on a attribué au fait que c'était soviétique, etc. Mais enfin, Fukushima, c'est quand même une preuve absolument irréfutable, et tout le monde a vu l'accident de Fukushima. Et que par rapport à ça, un président, un gouvernement continue à dire qu'il n'y a pas de problème de sûreté, c'est terrible. Alors, là où les choses ont évolué, c'est qu'il y a quand même d'abord une certaine évolution des responsables de la sûreté dont j'ai parlé. Au niveau du Parlement, il y a aussi un certain nombre de gens, Europe Écologie, mais aussi un certain nombre de gens du Parti Socialiste, et probablement aussi des gens de la droite, mais qui ne s'expriment pas, ou pas beaucoup. Mais il reste quand même un noyau dur qui est pro-nucléaire, je dirais pro-nucléaire primaire. Quand vous entendez certains députés, vous êtes sidérés par cette espèce d'affirmation complètement déplacée. Et puis au niveau du gouvernement, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment la prise en compte de ce que disent justement les gens de la sûreté, par exemple. Mais en fait, voilà, c'est ça, je crois que je voulais souligner, c'est qu'on n'est pas devant une situation qui est juste bloquée depuis des décennies. C'est qu'aujourd'hui, où des affirmations aussi graves que celles du directeur de l'ASN sont émises, ça ne bouge rien au niveau de ceux qui sont en principe les décideurs politiques, qui prennent les décisions pour la nation. Ben oui, mais ça et c'est très difficile de comprendre pourquoi. C'est-à-dire que moi je pense qu'il y a quand même un niveau d'incompétence assez remarquable. C'est-à-dire que, grosso modo, les gens ne travaillent plus. Quand vous êtes à ces niveaux-là, vous passez votre vie en réunion, vous passez votre vie à essayer de convaincre tel ou tel qu'il faut protéger tel ministre, etc. Donc ça devient assez bureaucratique. Alors, on parlait de la techno-bureaucratie, mais c'est de plus en plus la bureaucratie et moins la techno. Ce n'est pas forcément que la technocratie soit une bonne chose, mais la technocratie a une certaine compétence. La bureaucratie ne l'a pas. Et donc, vous avez au niveau des gens qui devraient connaître les dossiers et être capables de poser les questions justes par rapport aux responsables politiques, qui eux-mêmes, on ne peut pas leur demander de lire tous les dossiers, ce niveau-là est médiocre et en fait se range dans... Bon, actuellement, il est clair qu'il faut être pro-nucléaire dans les hautes sphères. Ça peut changer. Ces gens sont assez lâches en général. Et s'il y avait une impulsion politique forte qui explique les choses, d'abord, je crois que les citoyens ou les gens comprendraient très bien que vraiment, par exemple, il faut... Une politique à l'allemande serait très bien acceptée si elle est bien présentée, si on voit qu'il y a une politique à long terme, si on voit qu'on va faire les différentes étapes, etc. Non, on est dans un vague avec des discussions absolument non connues, subreptices, entre des partisans d'un productivisme, je vous dis, du 19e siècle, et puis des partisans de vraiment une nouvelle politique. Alors, est-ce que ça signifie, juste rapidement pour clore sur ce sujet, parce qu'il y a encore 2 questions importantes que j'aimerais vous poser, Bernard Laponche, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, nos dirigeants sont en train docilement se préparer et nous préparer à la crise grave, longue et majeure ? Actuellement, oui. Sauf si... Alors, on attend toujours cette fameuse loi sur la transition énergétique et savoir comment
seront appliqués ou non les engagements du président de la République de réduire la contribution du nucléaire, ce qui serait au moins un premier pas. Mais sur les questions de sûreté, je pense qu'il y a une espèce de... Il y a deux choses. Il y a une superposition. Alors, d'incompétence, c'est-à-dire aucun de ces responsables ne s'est vraiment pas passé une journée ou une demi-journée sur cette question de la sûreté nucléaire pour essayer de se faire une opinion de caractère politique. Hein. Donc, absence de réelle réflexion sur ces sujets, en se défaussant, en disant ben non, c'est pas nous, la responsabilité, c'est les gens de la sûreté nucléaire. Et les gens de la sûreté nucléaire, et je dirais c'est leur métier, effectivement considèrent qu'il faut se préparer à une crise grave et longue, puisqu'il n'y a pas de décision politique pour dire écoutez, non, la crise grave et longue, on va faire tout pour qu'elle ne se produise pas, c'est-à-dire que petit à petit, on arrête des réacteurs et on passe à autre chose. Et à ce moment-là, on définit une politique de transition énergétique dont on connaît les éléments. Je veux dire, le scénario négawatt, des travaux de Global Charge, je veux dire, on n'est pas dans le désert. En 1975, quand on disait ça, on n'avait pas les éléments. Donc on passait pour des... Les oiseaux de mauvais augure. Non, ce n'était pas de mauvais augure, mais des oiseaux, quoi. Hein, un peu à la fois fantaisistes et je ne sais pas quoi. Mais maintenant, 30 ans après, bientôt 40 ou quelque chose comme ça, on sait ce que veut dire la transition énergétique, on sait développer les énergies renouvelables, on sait faire des économies d'énergie, on sait... Enfin, c'est plus du tout comme on était considéré comme étant des farfelus, quoi. Ça n'avait aucun sens. Donc, c'est faisable, on sait comment on peut le faire. Et puis, vous avez là-haut une espèce de cercle sur ces questions irresponsables, quoi, hein, et qui continue à prétendre un certain nombre de choses qui sont extrêmement dangereuses. Alors, restons là-haut, justement. Bernard Laponche, on a surtout parlé de la France jusqu'à présent. Je voudrais maintenant que vous nous parliez, dans le cadre de cette émission sur le blues de l'expert que vous êtes, de ce qui se passe à un niveau plus large, plus international. D'abord, il y a quelque chose qui est assez étrange, c'est cette chambre d'écho qui, en permanence, ressasse des informations dont on ne sait pas exactement d'où elles viennent, mais qui percolent très très bien jusque dans tous les esprits. Je pense à ce qui est dit sur l'Allemagne. Vous avez évoqué l'Allemagne comme un modèle possible. On a énormément entendu tous ces derniers mois critiquer l'Allemagne qui ferait fi du défi du changement climatique et se remettrait à produire du charbon à tire-larigot, ce qui est vraiment très mal, tout le monde le sait. Donc j'aimerais que vous nous parliez de ça, et puis ensuite plus largement, j'aimerais que vous nous parliez de vos démêlés, ou plutôt de votre absence de démêlés, avec les plus hauts experts dans les questions de changement climatique. J'ai parlé du GIEC et des gouvernements. Ah Deux questions simples. Écoutez, sur l'Allemagne, c'est assez rapide. C'est-à-dire, l'Allemagne a fait un choix politique, d'ailleurs, en 1998, en disant, écoutez, le nucléaire, ça suffit. Et d'ailleurs, les responsables de la sûreté allemande, de toute cette période, ont dit, écoutez, nos réacteurs sont aussi sûrs que ceux des autres, mais on considère que cette technique est trop dangereuse, accident grave, déchets nucléaires, prolifération, donc on sort. Et cette clarté de la politique, on sort en disant, il y a une sortie annoncée et organisée qui a permis aussi d'organiser la sortie sous la forme de ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire réduire les consommations d'énergie et augmenter les productions renouvelables. Et d'ailleurs, ils l'ont fait depuis. À un moment donné, Mme Merkel pensait non pas, d'ailleurs, changer cette politique, mais prolonger la vie des réacteurs un peu plus que ce qui avait été prévu. Et puis, Fukushima l'a convaincue, et je pense que c'était sincère, parce qu'elle est physicienne, donc elle sait de quoi ça parle, l'a convaincue que, ça suffit, on sort. Et donc, pendant ce temps-là, à partir de 2000, donc à peu près, alors que, du point de vue économie d'énergie, ou d'électricité en particulier, et de renouvelables, l'Allemagne en faisait, mais pas plus que ça, et c'était comparable à la France. L'Allemagne a décollé, a fait des économies d'électricité, qui sont très sensibles, par exemple, dans la consommation des ménages, on voit bien les différences, et a fait un développement considérable des énergies renouvelables. Et cette démarche a été confirmée, donc après Fukushima,
avec un arrêt de 7 réacteurs, etc., qui a accéléré, je dirais, la baisse du nucléaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette baisse du nucléaire a été compensée par la production en énergie renouvelable, d'électricité d'origine renouvelable, même un peu plus. En ce qui concerne le charbon, il y a eu une diminution au début des années 90, et après à peu près une stabilisation, et récemment une augmentation de la production d'électricité à partir du charbon, qui est quand même autour de 50%. Ce n'est pas les 75% du nucléaire français, c'est 50%, ce qui est beaucoup, et qui émet du gaz carbonique, pour la raison que le prix, l'Allemagne avait développé aussi des centrales à gaz, le prix du gaz ont fortement augmenté, et donc, loi du marché, les Allemands ont augmenté la production de charbon. Et donc, ont provoqué une légère augmentation des émissions de CO2. Cela dit, par rapport à leur engagement de Kyoto, qui était de baisser de 21% à l'horizon 2020, ils ont déjà respecté cet engagement en 2013. Donc, et ils se donnent comme objectif d'arriver à moins 40 en 2020. Donc, ils ont bien fait et bien compensé la baisse du nucléaire, à la fois en faisant une légère baisse de la consommation d'électricité, ce qui n'est pas si facile, mais elle a baissé, et avec l'apport des renouvelables. Je pense que maintenant, ils vont s'attaquer à la production par le charbon. Donc c'est vrai qu'ils sont très émetteurs de gaz carbonique, c'est vrai que la majorité de leur production d'électricité est faite par le charbon et le lignite, et je dirais, entre guillemets, c'est pas bien, mais ils ont rempli jusque-là leurs engagements, et je pense qu'ils sont sur la voie de les remplir. Donc cette espèce d'accusation permanente, en particulier le fait qui a été longtemps répandu que les Allemands survivaient grâce à leurs importations de nucléaire français, il se trouve que la France importe plus d'Allemagne d'électricité que l'Allemagne n'importe de la France. Et que récemment, la production d'électricité allemande a augmenté, pas parce que la consommation a augmenté, mais parce que les exportations de l'Allemagne ont augmenté. Donc pour un pays dans lequel le système énergétique apporte une catastrophe totale, ce qui est grosso modo dit en France, le fait qu'ils arrivent en plus à exporter de l'électricité, et en particulier vers la France, ça montre quand même, si vous voulez, que tout ça n'est pas tout à fait ce qu'on dit. Alors, ce qui est juste, c'est les émissions de gaz carbonique à partir du charbon, qui ont diminué dans les années 90, mais n'ont pas diminué dans les années 2000, et augmentent un peu à cause de ce switch par rapport au gaz. Donc ça, c'est juste, mais ce n'est pas la catastrophe qu'on nous annonce tous les matins, quoi, voilà. Et en plus, ils vont continuer à développer les renouvelables, en particulier l'éolien de la mer du Nord, etc. Et puis, astucieusement, ils combinent assez bien la combinaison de l'ensemble des renouvelables, c'est-à-dire l'éolien, le solaire, l'hydraulique, qu'ils ont moins que nous, mais un petit peu, et puis la biomasse, avec aussi les économies d'énergie, et de plus en plus, ils ont une gestion territoriale aussi de l'énergie. Et ce qui joue en particulier en Allemagne, c'est la décentralisation qui est réelle au niveau des régions et des Länder. Il vous reste 5 minutes, monsieur l'expert, pour nous parler des rapports du GIEC et de votre lecture critique de ces rapports. Bon, les rapports du GIEC, si vous voulez, moi j'ai beaucoup de respect quand même pour le travail de ces milliers de scientifiques. Et je pense que le travail des physiciens, chimistes, etc., climatologues, tout ce beau monde, quand même, je pense, travaille pas mal. Et dit des choses intéressantes, et en particulier le fait qu'il y a le feu au lac. Mais là où ça devient embêtant, c'est que ce travail n'est lu à peu près par personne. Et même les membres du GIEC lisent essentiellement leur parti. Bon. Après, il y a un niveau qui est les résumés pour les décideurs. Alors, les résumés pour les décideurs, c'est 30 pages, qui ne sont pas lus par les décideurs, mais qui peuvent être lus par les conseillers des décideurs. On peut espérer. Et déjà là, c'est une synthèse. Donc, il y a un appauvrissement, et quelquefois, cet appauvrissement donne une mauvaise idée de la chose. Et troisièmement, vous avez le niveau des politiques et mesures, qui est encore plus politique, je dirais, et encore moins scientifique. Et à nouveau, il faut examiner avec beaucoup de soin les résumés pour les décideurs. Et là, on s'est aperçu que les résumés pour les décideurs du GIEC 2007 comparé au GIEC 2013, il y avait une différence importante sur le méthane. Et que donc, quand on regarde en détail, on s'aperçoit que c'est la synthèse qui a mal traduit les choses.
Et que donc, maintenant, la synthèse est meilleure parce qu'elle a mieux traduit les choses. Et elle nous dit que par rapport à ce qu'on appelle le forçage radiatique, c'est-à-dire l'effet sur le climat de l'évolution depuis 1750 jusqu'à 2013, la contribution du méthane, qui était sous-évaluée à 16%, maintenant c'est 32%. Et que le gaz carbonique, c'est 56%. Alors le méthane reste en dessous, mais pas très loin. Et ça se reflète après sur ce qu'on pourrait faire sur les politiques et mesures. Mais comme on en reste à la vision précédente du fait que d'une mauvaise lecture et d'une mauvaise traduction par rapport aux décideurs, le méthane disparaît des politiques climatiques. Et on ne parle plus que de tonnes équivalent CO2 et en fait de CO2, de gaz carbonique. C'est-à-dire que même si on a réévalué la contribution du méthane à l'effet de serre, ça n'est absolument pas pris en compte. C'est pas pris en compte. C'est pas pris en compte parce que justement, les gens ne se donnent pas la peine de dire les choses, de voir d'où ça vient, et qu'il y a une idée que, en fait, l'important, c'est d'avoir un seul gaz, l'équivalent gaz carbonique, et en fait, quand vous lisez les politiques et mesures, ça ne porte que sur le gaz carbonique. Ce qui est très bien, il faut faire des choses sur le gaz carbonique. On en a parlé à propos du charbon allemand. Il faut faire des choses. Mais on peut faire des choses sur le méthane, et ces choses qu'on ferait sur le méthane auraient une forte répercussion. Et donc, finalement, c'est un signal à nouveau aux politiques pour leur dire, écoutez, n'oubliez pas, et ça fait quand même plusieurs années, on avait déjà, en particulier avec Le Treux et Benjamin Dessus, dit, n'oubliez pas le méthane, vox clamans in deserto, et là, le nouveau rapport du GIEC renforce le poids du méthane. Donc, on dit encore plus, n'oubliez pas le méthane, et silence radio, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de pensée dominante, une espèce d'inertie qui fait qu'on ne parle pas du méthane, on ne propose pas des politiques et mesures sur le méthane, et ce qui est idiot, enfin c'est dramatique. C'est dramatique et ça vient de cette même mauvaise articulation entre scientifique, expertise et politique. Voilà, il y a un moment où ce qu'on a écrit arrive là, dans ce passage entre le scientifique, ce que disent les savants du GIEC, et le politique. Il y a une explicitation qui n'est pas suffisamment faite. Pas suffisamment faite ou pas suffisamment prise en compte ? Les deux. Déjà pas suffisamment faite, si vous voulez, parce que quand le document pour les décideurs est sorti, il aurait dû y avoir, pas que nous, pour réagir en disant, attendez, ce qui est dit là est bizarre, il faut l'expliquer. Et c'est cette explication que nous, on a faite, qui, je pense, est correcte, puisqu'on n'a pas eu non plus de gens qui nous disent que c'était faux. Mais cette explication conduit à vraiment souligner ce que dit le GIEC, l'importance du méthane, mais qui n'est pas pris en compte au niveau suivant. Vous voyez, c'est très curieux comme phénomène. Et d'ailleurs assez difficile à comprendre, quoi. Et avec des conséquences vraiment importantes en termes de politique, de ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait faire des politiques sur le méthane. Alors les Allemands, indépendamment de ce qu'on disait nous, les Allemands ont fait une forte politique sur le méthane dans les années 90 et 2000, et c'est spectaculaire. C'est-à-dire que le fait qu'ils aient respecté leurs engagements de Kyoto, c'est-à-dire le moins 21%, ce qui est quand même beaucoup, c'est une bonne partie sur le gaz carbonique, ce que j'ai dit au début, les centrales à charbon, mais une partie importante sur le méthane. Ils ont décru leurs émissions de méthane, par exemple par le développement du biogaz sur les ordures ménagères, etc. Donc on peut faire des programmes. Alors, certaines parties sont compliquées, parce que le méthane, c'est aussi l'élevage, c'est aussi les rizières, c'est aussi... Mais c'est un tiers des émissions de méthane, c'est les déchets. Bon, faisons des trucs sur les déchets, des programmes sur les déchets. La moitié des effets, les effets énergétiques, c'est le grisou des mines de charbon. Récupérons le grisou des mines de charbon, ce que fait l'Allemagne et ce que fait la Chine dans un certain nombre de cas. Et les fuites de gaz. Les fuites de gaz, regardons quel est le niveau des fuites de gaz, qu'est-ce qu'on fait ? D'où retour qui peut gêner des gens, c'est que les exploitations de gaz de schiste font plus de fuites que les exploitations de gaz classique. Et donc, par exemple, quand on dit, et Obama a dit, on va réduire de 30% les émissions de CO2 parce qu'on va arrêter certaines centrales à charbon, si c'est lié, ce qui est probable, au développement des gaz de schiste,
Le fait de brûler du gaz dans des centrales électriques émet moins de CO2 que les centrales à charbon, donc bravo, mais il est possible qu'au départ, c'est-à-dire au niveau du gisement, il y ait plus d'émissions fugitives de gaz et que par conséquent, ça aggrave l'effet de serre. Mais si vous considérez qu'on ne parle pas du méthane, on parle que du CO2, on dit formidable, on va réduire les émissions, ce qui est très bien. Mais en parallèle, faisons gaffe que si j'ai des fuites de méthane en parallèle, le méthane représentant et ayant un poids beaucoup plus important que ce qu'on dit, le on étant le on, mais le GIEC dit le méthane a un poids beaucoup plus important que ce qu'on dit. Donc tenons compte réellement de ce que dit le GIEC et regardons ce qui se passe sur le méthane. Voilà, c'est terminé pour ce matin. Vous pourrez télécharger ou réécouter cette émission sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage Cédric Chatelus, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.